Alors, on va attaquer le sujet. Donc, ça va, vous m'entendez? Donc, c'est écologie et économie. On a un public qui est plutôt jeune dans l'ensemble, même s'il y a une assez grande diversité finalement. Et j'ai envie de vous dire une chose, d'abord pour commencer, c'est que votre mission, si vous l'acceptez, sera de rendre la planète vivable pour les siècles à venir. J'espère que ça ne vous paraît pas mission impossible, parce qu'il va falloir l'accomplir. Alors quand j'ai commencé à écrire mon roman donc Ecosophia, je me suis fixé un cahier des charges en fait au départ. Le cahier des charges c'était le suivant: comment préserver le climat, les ressources et la biodiversité pour les générations à venir, comment combler les besoins essentiels de chacun en évitant à la fois les pénuries et la pauvreté, et comment permettre à chacun de se sentir utile en ayant une activité. Alors la question c'est comment atteindre ces buts-là. En fait, quand on y réfléchit, il y a deux façons très différentes d'aborder le problème. D'un côté l'éthique et de l'autre côté la systémique. Alors, je m'explique. Selon l'éthique, en fait, c'est la prise de conscience et les changements de comportement des consommateurs, des producteurs, qui vont permettre de relever les défis écologiques. C'est quelque chose qui est très présent comme discours. Hein. Selon la systémique, on ne pourra pas relever ces défis sans un changement des règles du jeu. Et je vais expliquer tout à l'heure ce que j'entends par règles du jeu. En fait, ces deux approches sont complémentaires. Mais en fait, il m'a semblé au fil de mes recherches que l'approche systémique était vraiment incontournable et qu'elle s'avérait souvent beaucoup plus efficace et structurante que l'approche éthique. C'est donc cette approche que j'ai privilégiée en fait dans mon livre Ecosophia. Et comme vous allez le voir, il s'avère qu'Ecosophia est une véritable révolution dans la pensée économique. Alors, je ne fais pas genre Apple... non, c'est vraiment une révolution, c'est pas une blague. Ceux qui l'ont lu le savent. Je m'explique. Quand on pense à l'économie, si vous pensez à l'économie, que vous parlez à quelqu'un d'économie, les premiers mots qui vous viennent sont généralement marché, prix, profit, impôts, etc. En fait, ces éléments-là, ce ne sont que des modalités, des possibilités de fonctionnement de l'économie, ce ne sont pas des éléments constitutifs de l'économie. Je ne sais pas si ça vous surprend ou pas. En effet, on pourrait définir l'économie comme l'art, plus que la science, et je vais expliquer pourquoi pas la science, d'organiser la production et la répartition des richesses afin de combler les besoins et je dirais les plaisirs humains. Pas les oublier quand même. La nécessité de combler les besoins essentiels, c'est quelque chose d'éternel. Ça existera toujours. Mais les systèmes pour y parvenir sont temporaires. L'économie est un art éternel. Les règles du jeu, elles, sont provisoires. Ainsi, si je prends un exemple, le marché, c'est un système parmi d'autres qui peut s'avérer efficace dans certains cas et qui peut être inadapté dans d'autres. Considérer l'économie comme une science revient en fait à considérer que les règles sociales, que les comportements humains sont aussi immuables que les lois de la nature. Or, la quête du profit, par exemple, la recherche du profit, ce n'est pas une loi naturelle. C'est une construction sociale et culturelle qui est liée notamment à l'universalité de la monnaie et aux règles de comptabilité. Si vous n'avez pas une monnaie universelle, vous ne pouvez pas rechercher le profit. Je vous laisse réfléchir à ça. Et les bulles, par exemple, les bulles et les cracks financiers, qui sont récurrents et dont en économie on dit que voilà, ça revient tous les 7 ans, 10 ans, etc. Eh bien, ils ne sont pas du tout inévitables. En fait, ils sont intimement liés à une modalité particulière d'organisation du financement de l'économie, à savoir les marchés financiers spéculatifs. Et enfin, quand les économistes vous disent « c'est la loi du marché », sous-entendu « on ne peut rien y faire », en fait, c'est faux. Si vous prenez par exemple les centrales d'achat des grandes surfaces et que vous les comparez au comportement des distributeurs de produits équitables, on voit bien qu'ils ne se comportent pas de la même manière. Et pourtant, tous les deux sont sur un marché. En clair, la plupart des soi-disant lois de l'économie ne sont pas immuables.
elles sont contextuelles et elles dépendent des valeurs qui sont privilégiées à un moment donné. Par exemple, ça va être la performance, la compétition, et ça pourrait être le partage ou le fait de prendre soin. Et ces valeurs sont inscrites dans les règles du jeu d'une économie, donc ça va être les règles de financement, les règles de concurrence, les règles de faillite, les règles de distribution des revenus et les règles de propriété. Alors pour revenir au sujet qui nous occupe ce soir, donc écologie et économie, j'ai tapé un peu sur internet pour voir ce qu'il y avait quand on tape ces mots-là. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait on tombe généralement sur l'organisation de forums qui sont dédiés aux entreprises, où on parle en gros de l'intérêt qu'ont les entreprises à être écologiques pour leur réputation. Alors c'est une approche intéressante, hein, surtout intéressée, mais qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. On est bien d'accord. Parce que notre objectif, c'est pas de réduire l'impact environnemental de telle ou telle entreprise, mais c'est de parvenir le plus rapidement possible à une économie durable. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte les besoins des générations à venir sur les siècles à venir. Sacré défi. Ça exige de changer totalement un certain nombre de règles du jeu, comme nous allons le voir. Alors de même, par exemple, si on dénonce les excès de la finesse, les excès de la finance, pardon. Oui, c'était pas très fin. Si on dénonce les excès de la finance, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on ne peut pas demander à la fois aux acteurs de la finance d'être vertueux, tout en les autorisant à spéculer, c'est-à-dire à rechercher des gains à court terme. Ça n'a pas de sens. C'est pas cohérent, en fait. C'est même totalement contre-productif et absurde. Pardon aux économistes qui demandent à ça, mais c'est ma conviction. Ce qu'il faut, c'est imposer de nouvelles règles du jeu qui incitent les acteurs à aller dans le bon sens, c'est-à-dire vers la préservation des ressources et du climat. Et ça implique des changements absolument considérables. Alors en fait, une des plus grandes difficultés, c'est d'arriver à nous sortir des pièges dans lesquels nous sommes enfermés et qui nous empêchent d'atteindre une économie durable. J'ai essayé d'identifier un certain nombre de pièges, donc que je vais vous livrer, j'en ai trouvé 12 notamment. Le premier piège, c'est un grand classique, vous allez voir à chaque fois qu'il y a des... qu'on dit, voilà, il faudrait faire des progrès pour que l'économie soit plus durable, il y a un truc qui bloque. Le premier, et notamment pour les politiques, c'est l'argument des destructions d'emplois. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est ce qui bloque en premier. C'est la grande peur des politiques. Le problème, c'est qu'il est absolument indéniable qu'il va falloir supprimer des emplois, et de très nombreux emplois, notamment dans des secteurs polluants. Alors, je pense par exemple au SUV, pour l'automobile. C'est pas possible, quoi. C'est complètement incohérent de faire des SUV aujourd'hui alors qu'on cherche à réduire les émissions de CO2. Ça n'a aucun sens. Et on a des marges énormes dans l'habillement, dans l'électroménager également, dans la téléphonie mobile, etc. Et donc, il est vraiment souhaitable qu'il y ait des destructions d'emplois dans ces domaines. Il n'y a pas de doute. Mais dans le même temps, on peut créer de nombreux emplois. Alors, bien sûr, on parle des emplois qui sont créés dans la transition écologique. J'ai vu les derniers chiffres, apparemment, les emplois qui ont été créés dans la transition écologique, ça représente à peu près 2% de l'emploi en France. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus encore vraiment énorme. Et ce à quoi il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas compter exclusivement sur les emplois de la transition écologique. Ça peut être un risque dans le pacte notamment, de compter sur les emplois de la transition écologique pour compenser les suppressions d'emplois dans les secteurs en décroissance. En fait, il faut que, et c'était dans mon cahier des charges, il faut que tous ceux qui souhaitent avoir une activité en aient une. Et pour ça, il faudra aussi pouvoir créer de nombreux emplois publics, réduire la productivité dans certains secteurs, donc c'est le cas notamment quand on passe à l'agriculture biologique. On pourrait le faire aussi dans l'ameublement, par exemple, avoir des meubles plus durables, de qualité, plus beaux, etc. Et donc ça prendrait plus de temps et on réduirait donc la productivité. Et à mon avis, il faudra vraiment réfléchir à réduire le temps de travail. Autrement dit, il ne faut pas attendre de la transition écologique qu'elle règle le problème du chômage. Car on ne peut que souhaiter qu'à un moment, on ait besoin de moins travailler pour combler nos besoins, et ne serait-ce que pour des raisons écologiques. Alors, il faut noter une chose au passage,
c'est assez surprenant, mais en fait, la réduction du chômage génère automatiquement de la croissance. Je ne sais pas si ça, vous l'avez bien en tête. C'est que même si ces emplois nouveaux sont bénéfiques pour l'environnement, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est employé au lieu d'être au chômage, en fait, il reçoit une rémunération, un salaire, et c'est comptabilisé dans le PIB. Donc en fait, à chaque fois que vous allez réduire le chômage, vous générez de la croissance. Si tous les chômeurs étaient payés, par exemple, donc s'ils étaient tous réembauchés pour planter des arbres, pour faire des massages, pour jouer de la musique, pour contribuer à mettre en place un système de transport plus écologique, pour aider les personnes dépendantes, pour garder des bébés, par exemple, et bien en fait, ça générait de la croissance, mais avec un impact positif sur la planète. Et en fait, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de classifier les activités en fonction de leur impact sur l'humanité et sur l'environnement, plutôt que de chercher à tout prix à décroître. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui va le surprendre. En fait, il y a des activités bénéfiques, il y a des activités qui sont quasiment neutres sur l'environnement. Par exemple, si vous prenez les professeurs, il faut juste avoir des bâtiments, des salles, mais sinon le travail en lui-même de professeur n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. Et puis, il y a d'autres activités qui sont clairement nocives pour les ressources, pour le climat et pour la biodiversité. Alors, je vais prendre un exemple très précis, et je pense que c'est intéressant aussi à chaque fois qu'on aborde ces problèmes-là, de prendre des exemples précis de où est-ce qu'on pourrait effectivement réduire les emplois, où est-ce qu'on pourrait en créer, qu'est-ce qui est bénéfique pour l'environnement, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. Coiffeur. Le fait de couper les cheveux avec des ciseaux, c'est une activité qui a quasiment aucun impact sur l'environnement. Par contre, si vous faites une teinture de cheveux, ça pose un problème. Et alors, je pense qu'il faudra réfléchir demain, effectivement, est-ce qu'on continue à faire des teintures ou est-ce qu'on trouve des teintures écologiques ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, là, je vous donne un exemple très précis, mais ce raisonnement-là, il faudra l'avoir dans chaque domaine par rapport à chaque besoin humain. Et je pense que la meilleure façon d'aborder la question de la transition, c'est d'être hyper concret en se disant mais ça, est-ce que ce besoin-là, on ne peut pas le combler de manière plus écologique et comment on fait, etc. Vous prenez, par exemple, il y en a beaucoup dans la salle qui ont des lunettes, c'est une invention formidable, ça a un certain impact qui n'est pas nécessairement énorme, parce que le verre, c'est quelque chose qui est plutôt bien recyclé, etc., donc il n'y a pas trop de soucis. Mais peut-être que les montures, par exemple, ne sont pas très écologiques. Et donc on peut réfléchir à comment faire autrement. Donc en fait, par rapport à cette question de l'emploi, on se rend compte que le PIB, ce n'est pas un bon indicateur pour savoir si on va dans la bonne direction. Le jour où nous n'aurons plus que des indicateurs de bien-être, de plein emploi, de durabilité, de biodiversité, sans aucune statistique sur l'activité globale en termes d'activité, nous aurons tout gagné. Et logiquement, j'en viens au deuxième piège. Le deuxième piège, c'est notre rapport à la croissance. En fait, il y a une grande confusion autour du PIB, de la croissance et de la décroissance. D'abord, la première chose, et là encore je vais peut-être vous surprendre, c'est qu'il faut bien dire qu'une simple décroissance du PIB, on va croire que je suis à fond pour la croissance, c'est horrible. C'est pas du tout ça. Une simple décroissance du PIB ne suffirait pas à résoudre le problème. Pourquoi ? En fait, une décroissance néfaste est tout à fait possible. Par exemple, si on utilise moins souvent une voiture à essence, ben en fait, on continue quand même à épuiser les ressources fossiles et on accroît les émissions de CO2. Donc ce qu'il faut, par rapport à une voiture, c'est pas de décroître, c'est carrément de circuler autrement. Ce qui importe, en fait, c'est de tout faire pour que l'économie soit durable. Peu importe que cela exige plus d'activité ou moins d'activité provisoirement. Peu importe donc que le PIB augmente ou qu'il baisse, du moment qu'on fait tout pour que l'économie soit durable. Si pour atteindre l'objectif de durabilité, il faut provisoirement travailler beaucoup, alors il y aura peut-être de la croissance. En même temps, peut-être que la croissance des activités liées à la transition sera largement compensée par la décroissance d'autres activités. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait toute liberté en vue d'atteindre l'objectif de durabilité. À l'avenir, notre objectif devra être d'améliorer le bien-être et la durabilité, et le bilan en termes d'activité, donc ce qu'on appelle le PIB, ne devra ni nous réjouir, ni nous inquiéter. On n'en est pas du tout là pour l'instant. On est bien d'accord. Dans les médias, à chaque fois qu'il y a le PIB augmente de 1,5, waouh, génial. Non, ça, il faut vraiment arrêter, quoi. Et
donc vous avez compris, il est absolument vital que nous ne soyons pas contraints de faire de la croissance à tout prix et que nous soyons libres de ne pas en faire. Or, le problème, c'est que le système de financement de l'État et des entreprises les oblige à faire de la croissance. Je ne sais pas si ça, vous en avez bien conscience. Le système actuel de financement de l'État par les obligations, par le marché obligataire, oblige l'État à faire de la croissance. C'est une contrainte systémique. Pourquoi? Parce que en fait, l'État doit promettre aux investisseurs qui lui prêtent de l'argent qu'il pourra bien rembourser les obligations dans 10, 20 ou 30 ans et que chaque année, il pourra bien verser les intérêts. Et pour ça, il est obligé de promettre qu'il va faire de la croissance. Sinon, les investisseurs ne vont pas vouloir lui prêter. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 25% du budget de l'État qui est financé par le marché obligataire. Donc 75% est financé par les impôts et les taxes et 25% par le marché obligataire. Donc c'est absolument énorme. Et si l'État ne pouvait plus trouver de ressources parce qu'il dit, ben voilà, imaginez demain, Emmanuel Macron nous dit, j'ai compris, en fait, il va falloir qu'on fasse de la décroissance. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il pourrait dire ça. Et bien du jour au lendemain, il n'arrivera plus à trouver un centime. Vraiment. Donc, important d'avoir conscience de ça, l'État aujourd'hui est contraint de faire de la croissance. Et les entreprises, de la même façon, sur les marchés, donc celles qui sont cotées en bourse, donc qui ont des actionnaires, sont obligées de faire de la croissance pour continuer à... ça marche? Ouais. Non, ça ne passe pas au niveau des entreprises. Donc les entreprises, disais-je, sont obligées de faire de la croissance, oui, pour attirer les actionnaires. Le gros problème de la conception du marché des actions, c'est qu'en fait, vous avez le choix d'investir dans n'importe quelle entreprise. Vous pouvez demain acheter du Total ou du L'Oréal, etc. Et donc, il faut que toutes les entreprises séduisent les actionnaires et les attirent vers elles. Et donc, ça oblige les entreprises à essayer de faire un maximum de bénéfices à court terme pour derrière verser des dividendes. Donc, toutes les entreprises, les grosses entreprises, sont obligées de faire de la croissance. Ça, c'est vraiment problématique. Et donc, les solutions que j'ai proposées, c'est en fait, la première, c'est d'abord supprimer les taux d'intérêt. Alors là, c'est pareil, le système des taux d'intérêt, je ne sais pas si vous en avez conscience. Le fait qu'il y ait des taux d'intérêt en fait, sur les crédits bancaires fait que chaque année, pour pouvoir rembourser les taux d'intérêt, on est obligé d'avoir une masse monétaire qui est plus importante que l'année précédente. Et donc, d'avoir plus de crédits chaque année. C'est obligatoire. Donc, ça veut dire avoir plus de croissance. Donc, le système actuel oblige à faire de la croissance. Sinon, on n'est pas en capacité de payer les taux d'intérêt et donc on n'est pas en capacité de rembourser non plus les emprunts. Donc, pour vraiment se libérer de cette contrainte de croissance, supprimer les taux d'intérêt, ce qui, si on y réfléchit bien, ça veut dire que comme les taux d'intérêt, c'est ce qui rémunère notamment les salariés des banques, ça implique qu'on transforme les banques actuelles en services publics bancaires. C'est une grande révolution. La deuxième chose, ça va être de supprimer les marchés financiers, donc marché obligataire et marché des actions. Et la troisième révolution, ça va être d'autoriser l'État à créer et à détruire de la monnaie. Quand vous avez ces trois choses-là, vous pouvez enfin vous libérer de la contrainte de faire de la croissance. Alors par rapport à ces questions-là, je vous invite à regarder mes vidéos où j'explique bien en détail ce que je viens de vous expliquer rapidement. Les vidéos s'appellent des services publics tributaires des marchés financiers et des services publics tributaires du secteur marchand. Alors, le troisième piège, c'est notre conception de la création monétaire. Le premier constat, c'est qu'il y a globalement, je dis bien globalement, trop d'argent pour l'immobilier et pour la bourse. Et il n'y en a pas assez pour les services publics. On en manque. Alors pourquoi? En fait, au cœur du système actuel de financement de l'économie, encore une fois, ce que je vous disais au départ, c'est quelque chose de provisoire, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans les siècles passés, et demain, ça peut très bien changer si on estime que ça ne permet pas d'atteindre les buts qu'on s'est fixés.
Donc, au cœur du système actuel, il y a deux sources de financement qui cohabitent. Il y a d'un côté l'épargne, et de l'autre côté la création monétaire, donc au travers du crédit bancaire. Ce qui est assez paradoxal, c'est que d'un côté, en fait, on cherche à attirer l'épargne en la rémunérant, comme si l'argent était rare, et dans le même temps, on peut créer de l'argent à volonté, donc les banques peuvent créer de l'argent à volonté, ce qui fait qu'en fait, il est abondant. Il y a un peu la contradiction, c'est très étrange comme système. Le résultat, c'est que, en fait, certaines activités donc, qui sont liées à la création monétaire sont privilégiées, et notamment l'immobilier, qui représente 80% des crédits aux particuliers, mais également les grandes entreprises qui trouvent en fait très facilement de l'argent, à la fois grâce au crédit bancaire, mais aussi aux actions et aux obligations. Et le deuxième problème, c'est que en fait, seules les activités qui sont rentables à court et moyen terme trouvent aisément un financement auprès des banques ou des marchés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les activités qui sont utiles, mais qui ne sont pas rentables, alors là, il faut bien expliquer ce que c'est rentable. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne peuvent pas être financées intégralement par des paiements individuels. Elles ont du mal à trouver des financements. Et en fait, ces activités-là, elles ont besoin de dons, de mécénat, de subventions, de financement public. Donc c'est notamment toutes les activités qu'on trouve dans la culture ou dans le social. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas utiles, une fois encore. Hein. C'est juste que le système de financement fait que, effectivement, quand on arrive à payer individuellement un service ou un produit, eh bien, à ce moment-là, on a un système qui fait qu'on considère que c'est rentable ou que c'est pas rentable. Je vais expliquer ça un peu plus en détail plus loin. Le troisième problème, évidemment, c'est que ce système-là fait que les services publics manquent de moyens. Donc, en fait, dans le système actuel, j'imagine que ceux qui ont fait de l'économie ont déjà entendu parler de l'allocation des ressources. Et les économistes disent en général que voilà, les marchés financiers, tout ça, c'est ce qui permet d'avoir une meilleure allocation des ressources. C'est un grand débat. D'après ce que je viens de vous décrire, on voit bien qu'en fait l'allocation des ressources, elle est très mauvaise. Elle est très très mauvaise. Il y a des bulles dans l'immobilier et à la bourse, donc il y a vraiment beaucoup trop d'argent. Et on manque vraiment alors, actualité vraiment totale. Dans les urgences, on manque d'argent. C'est juste inadmissible. Donc, en fait, la création monétaire par les banques, elle nourrit les bulles spéculatives, boursières et immobilières, ce qui génère un énorme gâchis de matière, notamment dans la construction immobilière. Donc là, sur la question écologique, on voit par exemple ce qui s'est passé en Espagne. On a utilisé énormément de ciment et tous les matériaux pour construire, pour rien. C'est juste catastrophique. Et par conséquent, on peut dire que les banques gèrent très mal le monopole de la création monétaire qui leur a été confié, et il serait souhaitable que les États et les collectivités locales puissent créer de la monnaie en fonction des besoins et selon certains critères à définir, il faudra bien préciser, sous forme à la fois de crédit remboursable ou bien sous forme de dons. Ce qui permettra aussi au passage, et c'est pas rien, de se libérer de la dette publique. Et bien sûr, dès qu'on propose de confier la création monétaire à l'État, la menace de l'inflation pointe son nez et on parle de la planche à billets. Donc là, je vous renvoie sur l'article que j'ai écrit sur la planche à billets. Et vous verrez que, en fait, croire qu'une augmentation de la masse monétaire entraîne automatiquement de l'inflation, c'est juste une erreur. Voilà, si on observe la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà, j'explique un peu longuement dans l'article, plus précisément, disons, dans l'article. Pourquoi ? Mais surtout, la plupart des inflations fortes en fait, qui ont eu lieu dans le monde sont liées presque toutes soit à des pénuries, soit de l'inflation importée, donc qui va être liée à un produit comme le pétrole par exemple dont le prix va augmenter, ou bien à l'effondrement du taux de change, donc par exemple c'était le cas en Argentine, au Venezuela, qui est lié généralement à une fuite de capitaux étrangers. Mais néanmoins, il est important tout de même d'avoir un pouvoir de destruction monétaire au cas où il y aurait vraiment trop de monnaie en circulation et que ça générerait de l'inflation. Alors le cinquième piège, c'est la conception que nous avons du coût. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. On a tendance à considérer que si le coût d'un projet est élevé, alors il ne faut pas le faire, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent disponible. Or, si on y réfléchit bien, un coût élevé, ça signifie
généralement que le projet en question va faire travailler beaucoup de monde et embaucher beaucoup de chômeurs. Ce qui effectivement implique de trouver beaucoup d'argent pour le financer, mais ça ne posera plus de problème si l'État est en capacité de créer de la monnaie. Et désormais, le critère principal de sélection des projets devra être leur durabilité et leur impact environnemental, et non leur coût. Et ça, c'est une véritable révolution. Ce qui signifie qu'il faudra créer un mode de financement adapté à la durabilité du projet, grâce notamment à de la création monétaire publique, mais aussi à des crédits à très long terme. Donc là, on peut imaginer des crédits à 50 ou 100 ans, plutôt que d'être limité en fonction des critères actuels, donc avec des crédits bancaires, par exemple, qui sont beaucoup plus courts. Et donc, c'est ce qui permettra notamment de financer l'isolation thermique des bâtiments et la recherche de solutions innovantes pour réduire drastiquement les émissions de CO2 et l'épuisement des ressources dans tous les domaines. Donc cette abondance de moyens financiers, c'est évidemment ce qu'on retrouve dans l'objectif du pacte finance-climat. Mais voilà, j'aimerais aller plus loin, et j'aimerais que le pacte finance-climat ose aller plus loin, et effectivement proposer des crédits à 50 voire 100 ans, ça me paraît quelque chose de très important. Une chose qui me paraît aussi très importante, c'est de pouvoir subventionner le train afin d'en faire le moyen de transport le moins cher sur moyenne et longue distance, afin de réduire drastiquement l'usage de la voiture et de l'avion. Du point de vue écologique, je pense que c'est absolument fondamental. 6e piège, c'est notre rapport à la dette. Alors, ça, c'est une grande question. Est-ce que la dette, c'est bien ou est-ce que c'est mal? On lit beaucoup de choses sur Internet, notamment en disant il y a la monnaie dette, c'est pas bien, il faut s'en libérer, il faut faire autrement, etc. Est-ce que la dette a un sens? En fait, on peut effectivement avoir une vision négative de la dette, parce qu'elle pousse à produire et à consommer toujours plus. Elle contraint à travailler durement, notamment pour rembourser son crédit immobilier. La dette est un engagement légal qu'on est obligé de rembourser. Là, on est vraiment dans les règles du jeu, sous peine de graves sanctions, notamment l'interdiction bancaire. Là, c'est vraiment la règle du jeu très très puissante de notre système. C'est donc en fait un système de motivation très puissant et hyper efficace pour vous contraindre à travailler. Et donc on pourrait se poser la question, pour réduire la production et la consommation, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement réduire le taux d'endettement pour réduire la pression à travailler, ou est-ce qu'on ne pourrait pas carrément supprimer ce système de motivation et le remplacer par un autre? Pour avoir une petite idée de ce que ça peut donner, on peut penser aux gens qui héritent d'un logement. Donc ils n'ont plus cette contrainte de payer un loyer ou de payer un crédit immobilier. Et on voit très souvent effectivement qu'ils ont une contrainte allégée à gagner de l'argent. Ça peut être une piste intéressante. Mais dans un autre sens, ce sont aussi les crédits qui permettent de créer des richesses nouvelles. Donc, par exemple, si la population augmente, effectivement, on a besoin de créer de nouveaux logements et de créer des entreprises. Et puis, la dette peut être aussi un outil de financement sur le très long terme. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, vous allez voir comment en fait, un crédit peut avoir une vertu écologique. Alors, oui, le 7e piège. Trop long? Ça fait? D'accord. Tu peux déborder un peu. Mais ok, ça marche, merci. Je suis passionné. Donc, oui, le 7e piège, c'est la question de la rentabilité, en fait. Le concept de rentabilité. Donc, tout à l'heure, je disais, en fait, une activité qui est rentable, ça c'est très important à comprendre, c'est une activité qui est rentable, c'est une activité qui est essentiellement financée par des achats individuels ou par des abonnements individuels, donc par exemple ça peut être pour la téléphonie, et en même temps c'est évidemment une activité qui génère plus de recettes que de dépenses. Et la question en fait c'est qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est qu'une activité soit rentable ou qu'elle soit bienfaisante et durable? Et en fait, si on y réfléchit, les critères actuels de vie et de mort des entreprises ne sont pas adaptés à une économie durable. Alors je m'explique. Aujourd'hui, une entreprise, elle survit bien souvent en vendant un maximum de produits,
en excitant la consommation par la publicité et en épuisant évidemment les ressources naturelles et humaines. Elle risque de mourir si elle respecte le rythme naturel de ses collaborateurs et le rythme naturel de renouvellement des ressources. Parce qu'à ce moment-là, ses prix seront plus élevés que ceux de ses concurrents. Ce n'est pas un problème moral en fait, mais c'est un problème systémique. Il faut que les nouvelles règles du jeu que nous allons élaborer incitent à respecter les collaborateurs et les ressources. En fait, une des pistes, c'est qu'en fait, il faudrait qu'il n'y ait plus que des produits éthiques disponibles. En gros, il faudrait interdire tous les produits qui ne respectent pas l'humain et la nature. Voilà. Alors, une petite piste pour vous faire réfléchir à une solution systémique, écologique. J'ai travaillé sur la question des machines à laver. Vous savez, dans les magasins, vous avez le prix des machines à laver qui est affiché. Imaginez qu'à la place d'afficher, au lieu d'afficher le prix des machines à laver, on affiche le coût par année des machines à laver. Et bien vous vous rendez compte que la machine qui est plus chère, la plus chère actuellement, est en fait celle qui a le coût par année le moins élevé. Et donc si vous n'affichez plus que le coût par année, que là-dessus vous mettez une garantie et que vous permettez aux gens d'acheter le produit en question à crédit, et c'est là que le crédit a une vertu, et bien en fait vous incitez les producteurs à produire la machine la plus durable possible, puisque celui qui produira la machine qui durera 50 ans ou 100 ans sera le grand gagnant, qui aura le prix, le coût à l'année, le plus bas, et donc vous aurez une course à la durabilité. Vous voyez, en changeant juste quelques règles du système, vous pouvez en fait complètement inverser la logique. Alors, je fais ça. Ah oui, réflexion sur le marché, parce que le marché, voilà, il est au cœur de la réflexion économique. Juste pour dire les choses simplement, en fait, il faut être très pragmatique. Parce que je pense que tout à l'heure, quand j'ai dit voilà, il faut supprimer les marchés financiers, supprimer le marché des actions, le marché obligataire, etc. Je pense que ça fait rire pas mal de gens, parce qu'ils se disent non, mais c'est pas possible. Eh bien, en fait, si on y réfléchit de façon pragmatique, on s'aperçoit que le marché, c'est pas quelque chose qui est formidable par nature ou qui est nul par nature. Ça marche très très bien dans certains cas et ça dysfonctionne totalement dans d'autres. Le marché alimentaire du samedi matin ou du dimanche matin, qui en fait existe depuis des millénaires, où les producteurs de fruits et légumes viennent vendre leurs produits, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. C'est formidable. En fait, le problème il se pose en général quand vous avez des biens qui ne sont pas périssables et qui sont revendables. Dès que vous avez de l'immobilier, des automobiles, des marchés financiers ou des œuvres d'art, vous avez un risque de spéculation dessus. Et parmi les marchés sur lesquels il y a un risque de spéculation, il y en a qui ont en plus un risque systémique et d'autres pas. Par exemple, c'est très intéressant à étudier, si vous prenez les œuvres d'art, le prix peut exploser, ça ne va pas perturber l'économie. Pas de problème. Pareil, les bulbes de tulipes, vous avez tous appris ça, j'imagine, la première grosse spéculation. En fait, ça n'a eu aucun impact sur l'économie en général, très très peu, parce que ça concernait qu'une toute petite partie de la population qui était très riche. Donc, par contre, effectivement, l'immobilier, les titres financiers et le marché d'échange, là, ont un impact énorme. Et là, il faut dire que la spéculation sur le marché d'échange, c'est un des pires dangers pour beaucoup de pays. Hein. C'est ce qui crée le plus de crises. Celle sur le marché obligataire, elle a coulé la Grèce. Celle sur le marché des actions, c'est celle qui a entraîné la crise des années 30 et a beaucoup contribué à l'avènement d'Hitler et à la Seconde Guerre mondiale. C'est pas anodin. Ça a des impacts énormes. C'est pour ça que moi, dans mon bouquin, j'ai vraiment dit, voilà, si on veut avoir une économie durable, on ne peut pas avoir des marchés financiers. C'est pas compatible. Voilà. Ah oui, ça c'est un point qui me paraît très intéressant. Vous l'avez abordé tout à l'heure. En fait, c'est la question de la consommation. Alors, en fait, c'est assez complexe. Plus on a d'argent, et plus on consomme, et plus on a un impact négatif sur l'environnement. Ça, on était d'accord, tu l'as bien dit.
Sauf que, si vous voulez acheter des produits éthiques, ou des produits bio, des produits écologiques, généralement, il faut déjà avoir un certain revenu. Petit souci de micro. Hein. Ouais, ça saute. Peut-être qu'il est fatigué, mais je sais pas où est l'autre. Pas grave. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, vous avez 4 heures pour la traiter, ce serait magnifique, c'est faut-il augmenter les revenus ou les réduire pour avoir une économie plus durable? Alors je vous donne quand même quelques pistes, je suis là un peu pour ça. D'abord, effectivement, on compte beaucoup en fait aujourd'hui sur la conscience des citoyens pour acheter des choses qui sont plutôt écologiques, etc. Ça marche dans une certaine mesure. Malheureusement, d'ailleurs c'est l'ADEME qui m'avait raconté ça, quelqu'un de l'ADEME, il paraît que quand les gens font des économies... Si jamais. Je pense que ça ne marche pas. Ouais? Non, il ne marche pas. Tu vas allumer? C'est bon? Ah ouais, c'est là. Ouais, ça marche. Quand les gens font des économies sur leur facture de chauffage, et ben, il se trouve qu'on a observé qu'ils en profitaient pour partir en week-end en avion. Ce qui est juste hallucinant, mais c'est la réalité des choses. Donc on voit que c'est pas gagné. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut limiter les revenus pour limiter la consommation? En fait, l'idéal, ce serait évidemment d'augmenter les revenus des plus pauvres en revalorisant les minima et en réduisant la part consacrée au logement, notamment. Emmanuel l'a bien montré tout à l'heure. Et réduire les revenus des plus riches. Bref, réduire les inégalités en augmentant la redistribution et donc en augmentant les prélèvements obligatoires. Ça, c'est vraiment une solution qui est assez sûre. Une autre option, et qui est possible donc en fonction de ce que je propose, c'est de détruire de la monnaie, en fait, pour réduire la consommation globale. Je pense qu'on y arrivera à un moment donné, parce qu'en fait, on a trop de monnaie en circulation. On achète beaucoup trop de choses inutiles. Une autre serait, évidemment, j'en ai parlé, de subventionner les modes de transport les plus écologiques, même de rendre gratuit l'usage de certains transports, et notamment des plus écologiques. Je crois qu'ils y réfléchissent en région parisienne. Ça fait rêver. Et la dernière solution qui me paraît très, très intéressante, c'est la question de la réduction du temps de travail. Pourquoi? Parce que, en fait, de façon naturelle, quand vous réduisez le temps de travail, vous réduisez aussi les revenus. Donc vous consommez moins. Et il y a un autre avantage, c'est que généralement, quand vous avez plus de temps, eh ben vous cuisinez plus. Ça paraît bête, mais en fait, l'utilisation de tous les emballages, vous savez, des produits cuisinés et des surgelés, etc., c'est quelque chose d'absolument monstrueux, puisqu'on mange 3 fois par jour, donc vous comprenez que ça représente une masse absolument énorme. Si vous allez au marché et que vous achetez juste des légumes et des fruits, vous avez 0 emballage. Vous pouvez avoir 0 emballage. C'est juste une économie d'emballage et de plastique et sans compter les usines qui utilisent de l'énergie pour produire les plats cuisinés. Donc c'est énorme en fait. Voilà, j'en suis presque à la fin. Gros point de vigilance. Il ne faut pas négliger l'importance d'une production suffisante. Attention à ne pas croire que nous pourrions mettre en place un revenu de base d'un niveau élevé, hein, j'entends bien, pas un revenu qui serait à 500 €, mais un revenu par exemple à 1000 € ou à 800 €, qui permettrait à un grand nombre de gens de quitter leur boulot. Il y en a beaucoup qui rêvent de ce revenu de base. Attention, ça risque de générer des pénuries. Il faut vraiment veiller à avoir une organisation de la production et un système de motivation qui permettent d'assurer toujours une production suffisante. Elle n'a pas besoin d'être gigantesque, mais il faut qu'elle soit suffisante pour satisfaire les besoins essentiels. Et les règles à établir autour de la monnaie et de la dette doivent en tenir compte. C'est absolument vital. Et il ne faut pas oublier que le risque d'inflation dont on parle, par exemple, quand on parle de création monétaire, parce qu'on a cette idée de la planche à billets, fausse, ce risque d'inflation, eh ben, en fait, il provient plus d'un risque de pénurie
que d'un excès de création monétaire. C'est-à-dire que quand on vous parle par exemple d'effondrement, généralement, ce qui va se passer, ce qui peut se passer s'il y a un effondrement, c'est d'abord qu'il va y avoir des pénuries. Pénuries dans l'approvisionnement alimentaire, etc. Dès que vous avez une pénurie, les gens se battent pour avoir les produits en question et donc ils sont prêts à donner beaucoup d'argent pour ça, et tout leur argent même, pour arriver à survivre. Et donc il y a obligatoirement, dès qu'il y a une pénurie, il y a effectivement de l'inflation. Donc c'est vraiment un énorme piège. Ah oui, je vais très rapidement sur le 11e piège, c'est l'idée de la robotisation. C'est que voilà, on s'imagine que demain on n'aura plus besoin de travailler parce que tout sera robotisé. Alors là, oubliez ça complètement parce que c'est juste pas possible d'un point de vue écologique. Par exemple, la voiture autonome, je prends le pari qu'elle n'ira pas bien loin parce que ça utilise énormément de matière, de matériaux et qu'il n'y en aura pas suffisamment pour faire des millions et des millions de voitures autonomes. C'est juste pas possible. Dernier point, et voilà, je terminerai là-dessus, c'est la question de la démographie. Il ne faut pas avoir peur que la population diminue, c'est même souhaitable. Il faut absolument qu'on ait un programme de diminution de la population mondiale. Parce que sinon, c'est exactement pareil que l'idée de la croissance. C'est-à-dire que si on se dit « Ah non, mais il faut que la population elle augmente parce qu'il faut payer les retraites, etc. » En fait, on va dans le mur. Elle augmente toujours. Et donc la question que normalement vous allez me poser, c'est mais comment on va financer les retraites justement si la population diminue? Ça va complexifier les choses. Eh bien, c'est très simple. À ce moment-là, il faudra réduire la consommation globale, donc tous consommer un peu moins, ou si vraiment, alors là, si vraiment il y a très peu de gens qui sont en capacité de travailler, eh bien, il faudra un petit peu rallonger le temps de travail et peut-être un petit peu l'âge de départ à la retraite. Mais ça, c'est vraiment en extrémité. Alors, en conclusion, j'arrive. En fait, en focalisant notre attention sur certains éléments critiquables, comme la dette, on risque de ne plus voir leurs vertus. Et on pourrait aboutir à un système pire encore que celui dans lequel nous vivons. C'est pourquoi il est absolument essentiel de débattre afin de prendre conscience de tous les aspects d'un problème. Et c'est très difficile. Et aucun d'entre nous n'a une vision globale et complète de l'économie, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Une économie durable doit permettre à l'humanité tout entière de combler ses besoins essentiels pendant des siècles, ce qui exige de produire suffisamment pour ne pas connaître de pénurie pour les biens essentiels, mais de le faire de façon durable, ce qui va demander de l'inventivité, non seulement sur les solutions techniques, mais surtout sur les nouvelles règles du jeu qu'il va falloir mettre en place. Là, je vous en ai donné quelques-unes, quelques pistes, mais il y a vraiment un chantier énorme pour arriver à mettre en place la nouvelle organisation économique qui va permettre d'aller vers une économie durable. C'est un défi unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais l'humanité n'a eu à relever ce défi-là. Et il faut vraiment arrêter de penser qu'on va pouvoir résoudre le problème avec le système actuel et les règles du jeu actuel. C'est absolument impossible. C'est totalement incompatible. Et il y a un problème très particulier que je voudrais dire en dernier, c'est que le système électoral actuel, avec la volonté d'être réélu et d'être élu tous les 4-5 ans, ça pousse en fait à pas trop changer les choses, à protéger les emplois existants, on le voit bien, à augmenter le pouvoir d'achat et à baisser les impôts. Or, en fait, il va falloir reconvertir une grande partie de la population, notamment à l'agriculture, et ça, je n'entends quasiment jamais de message là-dessus de la part du gouvernement, alors qu'on a absolument besoin qu'il y ait plein de gens qui aillent à la campagne pour cultiver la terre. Et il va falloir effectivement que nous discernions ce dont nous avons vraiment besoin et l'idéal ce serait d'arriver à le faire collectivement. C'est-à-dire qu'on ne nous l'impose pas, mais qu'on choisisse collectivement et qu'on dise par exemple les teintures pour cheveux on arrête. Ce serait génial. Mais bon, là je rêve un peu. Ou pas. Et donc je pense qu'en fait il va vraiment falloir changer de système politique, c'est-à-dire de mettre en place aussi un système où on a la possibilité d'avoir une vision à long terme et où on participe tous pour prendre des décisions collectives, effectivement, pour faire des changements. Et comme ça, on sera tous d'accord, parce qu'on a pris la décision ensemble, de supprimer les teintures pour cheveux. Voilà, je vous remercie.